BPM Vernon 99.3. Et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission BPM Magazine. Nous sommes ravis de vous proposer cette émission où nous recevons cette semaine l'association d'entraide aux migrants présentée par Denis Chotard. Tout d'abord, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien, je vous remercie. Merci d'être venu directement dans nos studios pour parler de l'ADEME. Avant de parler de l'association, on va parler un petit peu de vous. Qui êtes-vous pour nos auditeurs tout simplement ? Eh bien, je suis un retraité de l'éducation nationale. J'ai été longtemps formateur au Greta et professeur en lycée professionnel à Vernon puis à Évreux. Je suis à la retraite professionnelle depuis 2014. Je suis également prêtre et à ce titre, je me suis engagé depuis ma retraite professionnelle auprès de l'ADEME pour accueillir des migrants et ils sont nombreux à Vernon. Ça a été donc du coup une suite logique entre guillemets pour vous de vous impliquer autant dans l'association ? Ça a été une suite logique à mon engagement professionnel où j'étais auprès de jeunes dont je m'occupais de la formation en entreprise. Et j'étais, dans les 2 dernières années de ma carrière professionnelle, le dernier bureau au lycée professionnel du bâtiment à Évreux, le dernier bureau où nous recevions les élèves décrocheurs pour les remobiliser sur la formation à partir des stages en entreprise. Alors justement, l'ADEME, donc l'association d'entraide aux migrants. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est cette association ? Quels sont ses objectifs ? Eh bien, donc nous sommes là un peu comme un service social, mais un service social tout à fait indépendant, puisque nous sommes une association d'intérêt public. Et nous accueillons au cours de permanences, 2 permanences par mois, parfois plus, des personnes qui sont en difficulté principalement pour leur obtenir un titre de séjour. Donc nous les aidons dans leur démarche, nous les aidons dans le lien avec la préfecture, puisque nous avons la possibilité, nous sommes connus à la préfecture d'Évreux, nous avons la possibilité d'écrire directement dans les services et parfois même pour certaines situations d'en référer à monsieur le préfet. Voilà. Dans tout ce qui va être démarche, etc., justement, où est-ce que vous intervenez principalement ? J'imagine que c'est tout un travail administratif aussi. Alors bien sûr, il y a un travail administratif, mais il y a déjà l'accueil des personnes. Et lorsque nous les recevons pour un premier accueil, ça dure facilement plus d'1 heure. Pour bien nous imprégner bien écouter leur récit, leur parcours de migration, leur situation au pays, les raisons pour lesquelles ils sont venus en France, afin de pouvoir déterminer sur quel projet d'insertion il va être possible de les engager. Voilà. Et c'est eux qui s'engageront, bien entendu, c'est pas nous à leur place, mais on leur apporte l'information et la connaissance des procédures nécessaires pour s'insérer en France. En fait, l'idée, c'est vraiment le côté accueil et aussi un côté facilitateur pour les personnes qui viennent en France, justement. Voilà, bien sûr, dans la mesure où nous-mêmes, nous nous formons aux droits des étrangers, aux droits au CESEDA, le code sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. Nous sommes en capacité de pouvoir leur donner des informations qu'ils n'ont pas facilement, et puis surtout de leur permettre de discerner par rapport à tout ce qu'ils ont entendu et glané comme informations qui très souvent sont de fausses informations, de fausses bonnes nouvelles. Nous leur donnons, nous, une information sérieuse et exacte qui leur permet de voir comment et par quelle procédure ils vont pouvoir s'insérer dans la mesure où ils en auront le droit, bien sûr. Et donc, du coup, généralement, les personnes qui viennent vous voir, leurs demandes sont un peu compliquées à gérer. Comment est-ce que ça se passe ? Il y a un parcours du combattant, j'imagine aussi, pour réussir à avoir tout ce qu'on veut au final. Alors, il y a plusieurs niveaux il y a plusieurs, sollicitations dans les gens qui viennent nous voir. La première, c'est les personnes qui ont fait une demande d'asile, et qui ont été donc hébergés en CADA. À Vernon, il y a un CADA d'une centaine de places, centre d'accueil des demandeurs d'asile, au foyer Aloma. Et pour 70 à 75% des personnes qui ont fait une demande d'asile, ils se trouvent au bout du compte déboutés. C'est-à-dire que ils sont renvoyés de leur foyer le mois qui suit le fait d'avoir été refoulés de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, et très généralement,
Et ensuite, ils vont avoir, dans le mois qui suit également, un arrêté d'obligation de quitter le territoire. Donc, avant qu'ils ne soient sous le coup de cet arrêté d'obligation de quitter le territoire, nous examinons avec eux les droits éventuels qu'ils peuvent avoir à rester en France à d'autres titres que leur demande d'asile. Voilà. Et puis, nous essayons de voir avec eux la possibilité d'un hébergement autre que le CADA où ils étaient. Et là, ça se complique parce que on n'a pas... C'est très compliqué de trouver des logements d'urgence et des logements pour les personnes déboutées de leur demande d'asile. Voilà. Alors il y a une deuxième catégorie, c'est les personnes qui viennent nous trouver pour des regroupements familiaux, pour faire venir leur famille depuis l'étranger, ou bien des personnes qui viennent nous trouver pour une demande de naturalisation, parce que là aussi, pour devenir français, donc, parce que là aussi c'est un véritable parcours du combattant. Ouais. Et l'idée, quand les personnes viennent vous voir après avoir été déboutées de leur demande d'asile et avant d'avoir cette obligation de quitter le territoire, l'idée c'est de montrer qu'il y a probablement des solutions. En tout cas, on peut encore se battre pour. Alors, effectivement, j'ai le cas, par exemple, tout récemment, d'une mère de famille de 3 enfants qui venait du Maroc, qui avait subi des violences familiales au Maroc, mais qui, pour des raisons politiques, parce que son mari était une personnalité politique connue, a dû fuir. Elle est venue en France et cette personne était très courageuse. Elle a travaillé pendant plus d'1 an, pendant sa demande d'asile, donc elle a des bulletins de salaire et elle peut faire valoir son droit au séjour à deux titres. Premièrement, son activité professionnelle, son insertion personnelle par le travail et par le bénévolat, et puis l'ancienneté de scolarisation de ses enfants. Les enfants sont scolarisés, 2 depuis 5 ans et 1 depuis 3 ans. Donc ça relève de ce qu'on appelle la jurisprudence Valls. Donc cette femme, nous sommes intervenus juste à temps avant qu'elle ait l'obligation de quitter le territoire. Elle va être à toute chance régularisée au titre de sa vie privée et familiale. Oui, parce que ça a été prouvé, donc du coup, qu'elle était parfaitement insérée et intégrée. Voilà, donc nous avons écrit à la préfecture dès qu'elle est venue nous rencontrer, c'est-à-dire c'est pas vieux, c'est le 7 février. Nous avons écrit à la préfecture le lendemain en donnant à la préfecture tous les éléments de scolarisation des enfants, de travail de madame, d'insertion, et la préfecture donc a pris le relais pour qu'elle constitue un dossier de demande de régularisation. Voilà. Et c'est en cours. Ces sujets-là, j'imagine que c'est des sujets que vous retrouvez assez régulièrement avec des familles qui peuvent se retrouver un petit peu séparées comme ça. Alors par la force des choses. On a de plus en plus effectivement de familles qui sont séparées, hein, pour des problèmes de violence familiale, mais aussi pour des problèmes de rencontrés au pays, hein, lorsqu'il y a des violences politiques, lorsqu'il y a des situations d'instabilité de toutes sortes, quoi. Voilà. Vous me parliez justement avant l'émission d'une famille du Burkina qui était parfaitement intégrée, en tout cas ici en France, mais suite à quelques soucis va se retrouver séparée, c'est ça? Devrait en tout cas. Alors donc cette famille, donc le père de famille est avec une carte de résident en France de 10 ans. Il est chef de projet informatique sur la région parisienne. Il a fait venir son épouse avec un visa de touriste. Et donc il n'a pas respecté la procédure de regroupement familial, mais depuis ils sont mariés, depuis ils ont 2 enfants nés en France, un enfant de 2 ans et un enfant de 6 mois, et la préfecture leur a intimé l'ordre à madame de quitter le territoire français, donc elle a eu une obligation de quitter le territoire. Et elle a fait recours au tribunal administratif. Le tribunal administratif, d'une manière très expéditive, a reconnu qu'elle n'avait pas respecté la procédure, donc a confirmé l'obligation de quitter le territoire. Mais si cette obligation était appliquée, où iraient les enfants? Les enfants, ils sont nés de la maman et du papa et ils seront séparés de leurs 2 parents. Donc c'est une atteinte caractéristique à la vie privée familiale de cette famille. Et puis d'autant plus que la mère de famille, elle vient d'une région
du Burkina qui est sous le contrôle des islamistes. Hein, et elle a en particulier sa maman dans cette région dont elle n'a aucune nouvelle depuis plus d'1 an. Donc on est dans une situation invraisemblable, totalement incohérente, alors que cette famille devrait avoir, en tout cas la maman et les enfants, une admission exceptionnelle au séjour qui est prévue dans ce cas-là. Mais la préfecture n'en a pas tenu compte et a donné d'une façon brutale une obligation de quitter le territoire. Vous regrettez ça justement, le fait que des fois on arbitre comme ça de manière un peu bête et méchante et pas de faire un peu au cas par cas et de voir justement toute la situation derrière? Alors, lorsque en amont d'une obligation de quitter le territoire ou en recours gracieux sur une obligation de quitter le territoire, on alerte le préfet sur des situations humaines qui deviennent inacceptables, intolérables, les services comme le préfet nous entendent souvent. Hein, et on obtient une possibilité d'avoir une admission exceptionnelle au séjour. Mais lorsque ça n'a pas été fait en temps et en heure, d'accord, et qu'une décision de justice a été prise, le préfet ne peut pas revenir sur une décision de justice puisqu'il n'en a pas le pouvoir. Donc c'est dans ce cas-là que nous nous trouvons dans des situations invraisemblables. Ouais, c'est trop tard en fait au final. Voilà. Concernant l'association, vous me parlez que il y avait des nouveautés, notamment on a parlé énormément des personnes qui viennent vous voir, mais vous avez aussi les bénévoles. Et justement, vous avez lancé un groupe de parole pour les bénévoles. Présentez-nous un petit peu ce que c'est. Oui, alors depuis 3 ans, cette année, nous avons 20 bénévoles à l'ADEME, dont 6 depuis le village des associations du mois de septembre. Donc, et les recrues jeunes, on a par exemple une jeune de terminale au lycée du Mésil, on a une jeune professeure colombienne qui est professeure à éducation et formation à Louviers. On a donc des jeunes qui viennent nous rejoindre. Et en même temps, on a constaté que dans les 3 dernières années, nous avons 3 bénévoles qui ont décroché. Pourquoi ? Parce que l'écoute et de récits très douloureux, des récits de migration des personnes que nous accueillons, de ces récits très douloureux, les bénévoles avaient beaucoup de mal à tenir dans cet accueil, dans cette écoute et dans cet accompagnement, parce que on leur donnait pas la possibilité d'avoir des lieux de parole justement. Pour pouvoir leur permettre de supporter ce choc qui est l'accompagnement de ces personnes. Donc on a créé, depuis le mois de septembre, un groupe de parole de 8 personnes avec une thérapeute qui nous aide à parler de ces souffrances que nous accueillons et qui nous aide à trouver la bonne distance avec les personnes accueillies. Donc j'imagine que ça a été un vrai coup de pouce aussi pour les bénévoles de pouvoir justement ressortir un petit peu tout ça de ces parcours très souvent catastrophiques en fait. Alors effectivement, c'est une aide précieuse. La difficulté, c'est que ce groupe de parole, du fait des contraintes psychologiques et techniques, ne peut pas dépasser 8 personnes. Or, nous avons 20 bénévoles, donc tous les bénévoles actuellement ne peuvent pas en profiter. Mais avec le temps, nous espérons qu'avec une rotation des gens qui en bénéficient, nous espérons que le plus possible pourront en bénéficier. Alors justement, vous le disiez, 20 bénévoles aujourd'hui au sein de l'association, et ça c'est un vrai coup de pouce pour vous puisque vous pouvez travailler en tout cas plus personnellement, vous impliquer beaucoup plus personnellement sur les différents dossiers, les différentes familles qui viennent vous voir. Alors dans ce groupe des bénévoles, il y a beaucoup, donc je le disais, de nouveaux, et pour les nouveaux c'est compliqué d'être tout de suite opérationnel sur la question du droit au séjour des étrangers. Donc on fonctionne par binôme dans l'accueil pour que il n'y ait pas qu'une seule personne qui se trouve face à une situation, mais que 2 personnes puissent échanger entre elles sur cette situation. Et puis nous sommes 3 personnes référentes dans l'association pour, lorsque les gens ont été accueillis, pour poser une évaluation, un diagnostic sur les possibilités d'accompagner, et puis les possibilités au niveau du droit pour ces personnes accueillies. Voilà. Donc à chaque accueil, en tout cas au cours du premier accueil, il y a 1 heure d'entretien pour écouter, pour s'imprégner du parcours de migration et des difficultés rencontrées par la famille ou par la personne. Et ensuite, on nous fait appel
à deux plus anciens pour essayer de faire une évaluation et des propositions pour l'insertion des personnes. Passons à un autre sujet. Au début du mois de février, le projet de loi Asile et Immigration a été présenté au Conseil des ministres. Est-ce qu'on doit craindre de nouveau un recul des droits des personnes exilées et une détérioration de leurs conditions d'accueil ? Alors, on a déjà vu la circulaire du ministre Gérald Darmanin au mois de novembre qui avait l'objectif d'accélérer le renvoi au pays de personnes étrangères en France qui avaient un arrêté d'obligation de quitter le territoire. Donc il y a déjà un peu, on pourrait dire, une chasse à l'homme par rapport à ces personnes-là, donc qui a été renforcée. Et donc c'est pas très bon signe parce que les personnes qui ont reçu une obligation de quitter le territoire, ils ont encore des droits, et en particulier le droit à un recours à la justice. Hein. Et si ces personnes-là, on les intercepte et on les renvoie dans leur pays avant qu'ils aient pu faire valoir leurs droits, ça nous pose un problème quand même. Bon, il y a aussi dans le deuxième volet, en plus du renvoi des gens sous obligation de quitter le territoire, il y a un deuxième volet qui est la régularisation par le travail des étrangers qui apportent leur capacité pour travailler dans les emplois en tension, hein, le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, les sociétés de nettoyage, la santé, etc. Mais là, pour l'instant, compte tenu du contexte politique et des difficultés qu'il va y avoir à l'Assemblée nationale, c'est loin d'être évident qu'il y ait un résultat positif. Voilà. Donc on est perplexe pour l'instant devant ce projet. Et dans ce projet, donc du coup, il y a du bon et du mauvais, quoi. En fait. Voilà, il y a à la fois la carotte et le bâton, si on peut dire. Ouais. La carotte étant la régularisation par l'emploi, mais c'est dénoncé par la droite et l'extrême droite. Et le bâton, c'est le renvoi plus expéditif des étrangers en situation irrégulière. Voilà. Ça, c'est affaire à suivre, donc du coup, dans les prochaines semaines, prochains mois, hein, puisque voilà. Normalement, oui, puisque c'est fin février, début mars que le débat va commencer à l'Assemblée nationale. Passons à un autre sujet, un constat un peu plus clair en tout cas ici sur la situation des migrants qui viennent vous voir à Vernon. C'est quoi leur situation justement ici, un constat là-dessus? Eh bien donc ce qui est la situation la plus difficile, je trouve, c'est pour ceux qui ont été déboutés de leur demande d'asile. Ça représente sur 100 personnes, ça représente à peu près 70, c'est-à-dire 70%. Donc c'est énorme. Et ces personnes-là qui sont jusque-là prises en charge dans le cadre d'un hébergement en CADA, au foyer Adloba de Vernon, de Saint-Marcel et de Gaillon par exemple, se trouvent très rapidement à la rue et se trouvent, alors qu'ils sont là pour certains depuis 2 ans, voire plus, se trouvent dans des situations humaines catastrophiques, quoi. Ouais. Et bon, dans certaines communautés, je pense pour les Congolais et quelques autres, ils sont pris en charge plus ou moins par leur communauté, mais sur le plan humain, c'est dramatique, quoi. Ouais. Alors que bon, bien sûr, il y a des demandeurs d'asile qui sont de faux demandeurs d'asile, mais c'est une minorité. Et sur la plupart de ceux pour lesquels il n'y a pas eu de prise en charge au titre du statut de réfugié, la plupart d'entre eux se trouvent complètement démunis et dans des situations de précarité extrême. Et malheureusement, ça conduit à enrichir les réseaux de mafieux. Ouais. De trafic de documents d'état civil, d'emplois non rémunérés ou si peu rémunérés. Enfin, donc voilà, il y a vraiment une grande difficulté de ce côté-là. Ouais. C'est très global en fait au final, une fois que la demande a été déboutée en tout cas. Bon, en tout cas, sur Vernon, je peux dire qu'à la fois du côté des travailleurs sociaux, du côté de l'hôpital de Vernon, du côté des personnels de mairie, il y a une bienveillance et un accueil de ces personnes, quoi. Même si les moyens sont notoirement insuffisants pour les héberger, par exemple. Il y a, au début où je suis arrivé à Vernon, il y a bientôt 28 ans, il y avait un
un centre d'hébergement d'urgence géré par la commune de Vernon à côté du foyer Adoma, et il y avait une vingtaine de places là. Et donc les gens qui étaient mis à la rue pouvaient trouver un lieu d'accueil qui n'existe plus aujourd'hui. Et je trouve ça très malheureux. Alors je comprends que gérer ce lieu-là, c'était très coûteux en finances publiques, mais coûteux aussi en personnes, parce qu'il fallait sur place des personnes pour faire le travail d'accueil, d'accompagnement, etc. Et que ça, c'était peut-être la première difficulté. Je comprends cela. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus cela. Et donc, c'est un manque cruel. Pour conclure cette émission, comment est-ce qu'on fait pour contacter l'association? Comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver, tout simplement? Alors, donc, nous avons deux moyens de contact. C'est le mail, adem.27200@orange.fr, et puis un numéro de téléphone 06 60 61 55 38. Merci beaucoup, Denis Chotard. Merci à vous. Merci d'être venu nous présenter l'ADEME, l'association d'entraide aux migrants. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de BPM. BPM Vernon 99.3.